Ouais, bonsoir les gars. Les gars, après la sortie de Ferdinand Été hier, Makunda aussi, il est revenu pour répliquer les gars, et pour décortiquer la vidéo de Ferdinand. Je vais vous laisser regarder. Abonnez-vous et partagez. Ciao. Tous euh, ces shows qui sont sur la toile, tous ces cassoades qui tirent certains combattants à aller parler de Bovan. Non, ils sont dedans. Vous allez les reconnaître. C'est ces gens-là qui attaquent d'autres pays, qui vivent les mêmes circonstances que leur propre pays, mais quand il s'agit de leur pays, ils ont des pensées contraires. Je cite Joël du Bénin, qui se lève matin, midi, soir et attaque les pays de l'AES, dénonce les pays de l'AES avec nos blogueurs et le M106 ensemble. Mais au même moment, veut le départ de Fort et Sossimna Niasimbi. En quoi ça a un sens? Ce même soutien Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai vu de mon frère, que je respecte beaucoup, Corollaire, qui nous a beaucoup aidé dans la défense, dans l'attaque, dans des attaques pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Mais quand le tour de la Côte d'Ivoire est arrivé, ce qu'il disait, que nous avons tellement aimé, il ne pouvait pas répéter cela. J'ai été choqué quand il avait dit publiquement qu'il est en négociation avec le pouvoir togolais. En tant que qui? Nous sommes en train de faire une lutte et nous t'avons demandé de venir nous porter la main. Tu vas faire une négociation. Il disait qu'il tourne la gâchette vers qui? Le Cameroun, quand ils étaient en élection. Aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre le Togo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Mais vous allez connaître les vrais. Quand tout est, le ciel est bleu et tout est rose, vous les voyez sur la même position, la même constance. Je cite Tania. Il vient de passer ici, sous le de Paris. Les Babokone, les KGB. Tous ces gens-là. Leur constance et leur défense. Mais regardez la guerre qu'ils font chaque jour avec des frères africains. À la Makosso. C'est vendu de Makosso de pasteur que le colon, l'impérialiste utilise pour nous combattre. Je vais vous lire ça là encore. Si vous ne pouvez pas reconnaître ces gens-là, je vous dis, si vous n'avez jamais lu un livre, un rapport, une recherche, avant de rentrer dans cette lutte, je vous fais la faveur, j'ai déjà lu. Il y a des parties que vous n'avez pas besoin de lire si vous êtes paresseux. Allez lire le rapport de l'IGE, l'école de guerre économique, et allez sur le portail de l'intelligence économique. Il faut lire l'introduction et il faut aller à la page 151 jusqu'à la fin pour lire les recommandations. Je vous lis ça encore. Parce que les gens qui disent « Oh, mettons tous nos fusées sur Fort ». Fort n'est pas le grand problème du Togo. Citez-moi un pays où la lutte contre le dictateur a abouti, si ce n'est pas une révolution ou une révolte contre un système. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette guerre est contre un système.
C'est un système qui maintient des esclaves noirs au pouvoir comme fort. Il les déguise. Et les plus intelligents construisent quelques routes, quelques hôpitaux, quelques stades. Et nous sommes sous domination, on pille nos ressources minières. Ce gars vient de le dire avant que je vous lise ça là. Je vais encore le jouer. Ce qu'il vient de vous dire. Écoutez bien. Écoutez très bien ce qu'il dit. Écoutez très bien ce qu'il dit. Écoutez très bien. On attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts par contre. Si, il y en a un, notamment le Niger. Et il y a un pays et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il y a aucune honte à le dire. Et si nous intervenons, comme nous le faisons à travers nos avions et avec nos aviateurs en Irak et en Syrie, mais nous l'assumons pleinement. Comment est-ce qu'ils le font en Irak et en Syrie? Ils bombardent. Ils bombardent. Comme les États-Unis, le pays dans lequel je suis, ont bombardé le Nigeria. Comment est-ce qu'ils le font? Ils bombardent en Irak, en Syrie. L'Israël, ils bombardent. Les États-Unis, ils bombardent. Si nous le faisons, il n'y a pas de honte. Il y a l'uranium là-bas. On continue. Et consomme 123 grammes d'uranium par an. Pour cet uranium, la France paie 7 euros par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Et ce pays est le dernier à... Quelle est la valeur de l'uranium exporté? C'est 12 et c'est 7 euros. Que la France revend à plus de 100 euros. Prenons seulement 100 euros. OK? Alors, faisons ceci rapidement. Avant que je ne vous lise encore ce rapport, hein, je veux quelque chose. Stop calling me God. OK. « 12% de 7, ça veut dire que la France paie l'uranium pille l'uranium à 7 dollars le kilogramme. Le Niger prend 84 centimes d'euros, pas même un seul euro, hein, 84 centimes. Hein? 12% de 7 euros, c'est 84 centimes. Et la France va vendre ça à plus de 100 euros. Ça veut dire que la France garde, quand tu enlèves 7 dollars qu'il a acheté, il garde 93 euros. Et dans les 93 euros, il donne 84 centimes d'euros au Niger. Maintenant, à combien la France achète nos phosphates? Ça, c'est le plus grand nombre que j'ai entendu depuis là, 12%. Le Togo, nous prenons moins de 5% de notre phosphate et je vous ai donné le prix du phosphate. Hein, je vous avais donné le prix du phosphate. Combien c'était? Je ne me rappelle plus là. Le prix du phosphate, combien on vendait de phosphate chaque année. Où est-ce que j'ai noté ça là même? Le phosphate qu'on achète et qu'on vend, combien on achète? Je me rappelle que en 2025, le premier quarter, on avait vendu plus de... Je vais voir. Je ne vais plus aller dans ces rapports-là parce que j'en ai tellement plein et c'est difficile de les retrouver.
Voilà. J'avais noté ça, regardez. Regardez. En 2023, nous avions vendu du phosphate seulement maritime. Hein. Je n'ai pas compté ce qui se déplace sur les rails, c'est-à-dire par terre, et dans l'air. En 2022, 319 millions d'euros. Vous vous rappelez le rapport que je vous ai présenté? En 2023, 230 millions d'euros. Non, 2 barres, milliards de francs CFA ou bien de quoi? 319 milliards de francs CFA. 2023, 200. 2023, 230 milliards, c'est ça, avec 2 barres, M avec 2 barres. 2024, 310. Et il y avait déjà, c'était projeté en 2025. En 2025, on avait déjà vendu, je pense qu'on était dans quel quart, on avait déjà vendu 859 milliards. Où va tout cet argent-là? Et combien le Togo prend pour être toujours en dette? Tout ça là, ça va au colon. Le gars là l'a dit, sans l'uranium, ils ne peuvent plus fabriquer quoi? L'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Tout cela, au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. On attaque le Mali, il n'y a pas de pays... Vous avez entendu? Je vous ai dit ici que le problème, ce n'est pas Fort et Sosimnam Yassine, mais c'est le système. J'ai dit ici, on m'a posé la question, Marc, si tu vas remplacer Fort, si on enlève Fort, on te remplace, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit rien dans ce système. Rien, zéro zip. Personne au monde qui va rester dans ce système peut changer le Togo. Tu peux construire quelques routes, tu peux construire des hôpitaux, tu peux construire des universités, mais tes habitants vont se lever et rester regarder les 1% conduire de belles voitures et ne pas manger. Allez en Côte d'Ivoire pour voir. La Côte d'Ivoire a des hôpitaux, mais regardez son taux de pauvreté. Sortez de Abidjan, vous allez voir. Même chose au Rwanda. Sortez de Kigali. C'est la vérité. Parce que personne n'a le pouvoir dans cette Afrique de dire non aux colons ou à la France-Afrique si le peuple n'est pas derrière eux. Et je vous ai toujours dit, Ibrahim Traoré, Abdoulaye Tiani et comment l'appelle-t-on, Assimi Goïta, ils ne sont pas en vie parce qu'ils ont une armée forte seulement. Hein. C'est parce que les peuples d'Afrique et les peuples du Sahel sont devenus un bouclier contre l'impérialisme. Sinon, ils allaient le gaddafier. Ils allaient le bagbotiser en bombardant tous, en les bombardant. C'est ce que le gars l'a dit. Allons les bombarder. Je vous ai joué des audios ici où ils disent que nous devons aller recoloniser l'Afrique. Et ils ne le cachent pas. Mais nous sommes ici et on prétend que c'est un changement de chaise musicale qui va faire l'affaire. Mais ça, c'est de la comédie. Et nous qui faisons le vrai combat, on cherche à nous dénigrer, on cherche à nous humilier, on attaque nos familles, on attaque nos caractères. Mais, heureusement que certains d'entre nous, notre caractère, on ne dit pas qu'on n'a pas péché, hein. On ne dit pas qu'on est saint, mais on est intègre.
Et notre intégrité les empêche. Ils ont tout fait. Ils ont essayé de nous dénigrer. Ils ont essayé d'attaquer nos affaires qui nous font manger. Ils ont pensé que si nous attaquons le business de Mark Nda, erreur. Le fondement, la fondation de mes affaires sont très solides. Très solides. Et même si, knock on wood, je tombe, je vais recommencer parce que je sais comment le faire. Dans l'intégrité. Ce qui permet que nous puissions tenir debout dans cette lutte. Cette intégrité est devenue une plume de canard sur nous. Et chaque fois qu'on verse de l'eau, cette eau coule. Cette eau coule. Elle ne demeure pas, elle coule. Voilà pourquoi nous résistons dans cette lutte. Voilà pourquoi tout le monde revient finalement au train de la liberté pour dire ils avaient raison. Et pour nous, ce n'est pas pour s'en moquer d'eux. Nous remercions tous ceux qui ont vu que ce que nous disons est de la vérité, dans la vérité, et reviennent. Et nous n'avons pas d'intention de les exposer ou bien de se moquer d'eux parce qu'ils sont revenus. Nous sommes fiers de les revoir et nous sommes fiers d'eux, de ce pas qu'ils prennent pour comprendre que le train de la liberté et l'idéologie du train qui est de dégager, de déraciner ce système qui existe depuis la colonisation jusqu'à présent, qui nous gangrène. Ce cancer qui est dans nos veines, ce cancer de sang, il va falloir tirer tout le sang du corps et de remettre un nouveau sang. Sinon, on ne peut pas traiter ce cancer. Les partis politiques savent très bien qu'ils sont incapables d'être devant cette révolution. Ils le savent. Je vous ai joué cette vidéo, je vais vous jouer ça encore. Pourquoi les partis politiques sont incapables. Un responsable de parti politique sur le live de KGB le Gourou qui nous a dit la vérité, ce que les partis politiques peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. On va écouter ça encore. Que ça vous rafraîchisse la mémoire. Et après, je vais vous lire encore une fois la charte des partis politiques qui empêche les partis politiques de pouvoir faire une révolution. Pourquoi? Même s'ils dissouent leur parti, ils ne peuvent pas faire la révolution. Et la seule façon de faire la révolution est de démissionner en tant que leader ou exécutif des partis politiques. Mais, prenons les témoignages de ce docteur. Écoutez bien, c'est un docteur, promenant d'un parti politique très important. Où les gens cherchent à se venger. Ils cherchent énormément à se venger. Vous avez vu, entendu aujourd'hui que Damanan Picasso a été arrêté. Et j'ai encore eu contact avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit qu'il y a certaines machinations qui sont faites actuellement pour que nous aussi, en tout cas moi aussi, je sois arrêté dans les jours qui viennent. Et de toutes les façons, nous le disons, notre petite personne, elle n'est rien du tout. Notre personne n'est rien du tout. Notre petite personne là, elle n'est absolument rien. Dans un combat national, dans un combat, j'allais dire historique, pour un pays, notre personne n'est absolument rien. Si moi aujourd'hui je suis écroué quelque part, ça ne va pas changer grand-chose dans la lutte que le peuple de Côte d'Ivoire se doit de faire. Que ça soit par moi, que ce soit par quelqu'un d'autre, il faut que ceux qui nous arrêtent là, ils entendent que ce n'est pas par pitié, ce n'est pas avec la honte ni avec la peur
que nous rentrons en prison. Même si nous rentrons en prison, c'est pas avec la peur que nous allons rentrer. Nous allons rentrer dignement. Nous allons rentrer la tête haute. Parce que c'est un combat que nous avons délibérément choisi de mener. C'est un combat que nous avons délibérément choisi de mener. Ce n'est pas un combat que nous avons furtivement choisi et qu'on nous a imposé. Personne ne nous a imposé. Nous sommes tous des grands garçons, pères de famille, mères de famille. Et si quelque chose devait nous arriver, que ce soit de la vie ou de la mort, nous sommes tous créés par Dieu, nous allons tous retourner vers Dieu. Donc la mort n'est pas quelque chose n'est pas un événement qui est extraterrestre. Il fait partie de la vie humaine. Donc vraiment, je voulais le préciser pour que ceux qui pensent que les menaces qu'ils nous font, que les volontés d'arrestation, que c'est une humiliation pour ceux qui sont arrêtés, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est arrêté, il est... Ah, vraiment, ces appels-là, hein. Comme un être humain, parce qu'il a fait un combat. Aujourd'hui, là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés. Houphouët-Boigny a fait l'exil. Quand le gouverneur, le gouverneur qui était en son temps présent n'était pas d'accord avec ce qu'il disait quand il y avait la révalorisation du syndicat agricole africain, Houphouët a fui, il s'est caché. Le président Bédi a fait l'exil en 99 quand ils ont fait le coup d'État, il a fui. Le président Gbagbo a fait l'exil. Alassane Ouattara lui-même, il a fait l'exil. L'exil là, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour dire frayaliste. On nous appelle frayaliste, tu as fui. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une honte. Tout le monde a fui. Quand il y a eu des difficultés, quand quelqu'un crée pour sa vie là, il quitte le pays. Ça fait partie des prérogatives de l'être humain. Quand tu es menacé pour ta vie, tu quittes le pays. Mais si on t'arrête, c'est dignement que tu rentres dans ton pays. Voilà. Et ça, vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité parce que il est possible que vous entendiez dans les jours qui viennent que les gens souhaitent, voilà, faire une vengeance contre tous ceux qui ont voulu, qui ont travaillé pour que ce régime-là puisse ne plus être là aujourd'hui. Donc vraiment, je vous dis merci en tout cas de me donner la parole. Et j'insiste sur le fait que c'est avec dignité. Tout ce qui doit nous arriver là, ça nous arrive avec dignité. C'est pas avec peur, ce n'est pas avec, on n'a pas peur de quelque chose, ce n'est pas par humiliation. Parce qu'il y a plein de personnes, on te donne conseil quand on t'arrête. Quand on t'arrête net, c'est en ce moment-là, eux, ils savent te donner conseil pour dire non, on t'a dit, il fallait te calmer. Est-ce que nous, on vous a dit que c'est pas, quelqu'un nous a forcé à faire ce qu'on fait là? Qu'est-ce que quelqu'un vous a dit, que quelqu'un nous a forcé à faire? On le fait avec notre propre volonté et de façon digne. Quel que soit ce qui va nous arriver, quelle que soit la façon dont ça va nous arriver, sachez que c'est pas par honte, ni par pitié qu'on doit nous prendre, mais c'est avec dignité parce que nous sommes des êtres humains et c'est par volonté que nous nous battons. Voilà, vraiment, je voulais insister sur ça parce que aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux la façon dont les gens se moquent pratiquement des gens qui vont en prison, comme si la prison c'était une honte en politique. La prison n'est pas une honte. La prison là, ce n'est pas une honte. Même la maltraitance, même la torture, ce n'est pas une honte en politique. C'est parce que tu es garçon et que tu as décidé de t'engager. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les partis politiques. Personne ne parle quand c'est chaud là. Les grands, les personnes qui sont chaudes là, ils parlent pas beaucoup. Ils se taisent. Si nous, on a pris notre décision de parler, c'est quand même un certain courage que nous avons pris pour parler. Donc, quand on ne nous traite pas comme des gens qui font pitié, qui doivent aller en prison, on monte ton visage sur les réseaux sociaux avec ta photo en disant voilà, il fait pitié, il va aller en prison. C'est pas par pitié. Tout ce qui nous arrive, c'est volontaire et c'est assumé. Voilà, je voulais vraiment le dire pour que tous ceux qui le comprennent, ils le comprennent jusqu'au bout. Soyez servis, ça va chauffer maintenant. Soyez servis. Quelqu'un voulait que je parle des législatives. Écoutez, pourquoi les partis politiques ne peuvent pas faire une révolution? Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, bon, s'il ne veut pas parler de ça, ok, tant mieux. Sinon, je n'ai pas réclamé ça. D'accord. Sinon, d'accord. Écoutez très bien. Concernant les législatives, vous savez, moi, mon avis, au départ de cette lutte, nous sommes dans un parti politique. Je suis membre du PDCI-RDA. On a notre avis personnel. Et il y a l'avis collectif qui doit être suivi par tous. Mon avis personnel a été toujours clair. Ça va s'arrêter un jour.
les appels. Je pense que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est partagé partout concernant la commission électorale indépendante. J'ai été clair dessus, j'ai même eu à faire une certaine phrase qui a été beaucoup répétée sur les réseaux où on a parlé de Jésus et de Mahomet concernant la liste électorale. Je l'ai dit et je le pense toujours. Je pense que cette commission électorale qui est faite là, elle ne permet pas à un opposant de gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Quand vous avez 636 commissions locales et que le RHDP contrôle 606, près de 90% des commissions locales, il n'est pas possible pour une commission locale de proclamer quelqu'un de vainqueur autre que le vainqueur qui est décidé et qui est choisi. Vous pensez dans quel monde M. Koulibaly Kuibieu va prendre sa bouche pour dire Alassane Ouattara a perdu une élection présidentielle alors qu'il sait très bien que celui qui a gagné là, la personne les gars, on a signalé ça descend vite, le nombre descend. Il va jamais prononcer ça. Il va venir dire ce qui va être en accord avec lui-même son avenir professionnel, qui est le fait que Alassane Ouattara gagne l'élection. Donc moi je l'ai dit, je l'ai répété, je suis vraiment ferme dessus. La commission électorale actuelle il n'est pas possible pour l'opposition d'avoir une majorité parlementaire avec cette commission électorale. Seulement que je ne suis pas seul dans un parti politique, nous sommes nombreux et nous avons décidé, en tout cas au eu égard à notre président, que nous allions et que nous n'allons pas boycotter comme cela a été fait en 2021, comme cela aussi a été fait avec les autres partis politiques, je pense, en accord avec le PPACI, qu'on ira aux élections législatives. La question fondamentale, c'est que moi je sais qu'on ira, ce soir même j'ai publié ça dans nos groupes, je sais on va gagner certains départements, ça c'est forcé. Il n'y a pas une élection où il n'y a aucun PDCI qui va gagner. Forcément, il y a des localités où on va gagner. Mais à la réalité des choses, le RHDP va garder sa majorité parlementaire. On ne pourra pas transformer ça et on ne pourra pas agir au Parlement. Parce que la commission actuelle là, c'est une commission de tricherie et le RHDP est un parti politique de tricheurs. Voilà, donc je ne peux pas dire que notre parti a fait un mauvais choix de participer à l'élection. Parce qu'une élection, c'est pas seulement que... Écoutez bien. Pas seulement que... Écoutez très bien. Je veux dire, la vie d'un parti politique est différente de la vie d'une nation. Un parti politique a ses objectifs propres au-delà de la vie de la nation. Par exemple, un parti politique a besoin d'avoir des élus. Ça fait partie des prérogatives d'un parti politique. Donc, si le parti décide que le moment est venu d'aller aux législatives, moi, je dis, c'est la décision du parti, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu, la vie d'un parti politique dépend de quoi? J'espère qu'on s'est compris. La vie d'un parti politique dépend de quoi? Des élections. En tout cas, c'est bien dit. J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit. Écoutez ce qui va suivre. Lui, il a donné son opinion. Son opinion. Maintenant, il y a le parti politique aussi qui décide. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vois les commentaires ici, là. Il a dit ce qu'il pensait et il a donné l'avis aussi du parti. Donc, laissez le monsieur en paix, s'il vous plaît. Écoutez ce qui va suivre. Bonne arrivée, boss. Pardon, il y a quelqu'un qui demande en commentaire s'il est d'accord pour le 4e mandat. Comment quelqu'un qui a été mis en exil parce que je sais pas. Va être d'accord pour le 4e mandat? C'est quelle question ça? Ça va chauffer maintenant. Mon frère, il est d'accord pour le 4e mandat. Toi, tu peux faire quoi maintenant? Il est d'accord. Donc, fais ce que tu veux faire là. Faut faire. Fais ce que tu veux lui faire là. Faut faire. On vous dit de réfléchir loin. Vous restez toujours devant votre porte. Bonne arrivée, boss. Vas-y. C'est maintenant que ça va chauffer. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est là où il y a silence là. Oh, il parle, mais... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça va pas faire sortir nos prisonniers. On a des gens qui sont en prison. Moi, mes quatre amis, Diabia, Henri Jo, ils sont tous en prison actuellement. D'autres même sont au bâtiment C, là où il y a les grands criminels là. C'est là-bas qu'on les a mis. Et effectivement, ils ont... Le président, on a deux grands leaders, en tout cas en matière de... rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir. Je pense que c'est tellement clair pour celui qui comprend français. Quand on dit le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir, il n'y avait pas 1000 façons de remporter cette lutte. La grande question c'était
Le président, on a deux grands leaders, en tout cas en matière de potentialité politique, de ceux qui sont qui sont aujourd'hui dans les partis politiques et qui étaient engagés dans le Front commun. Nous savions. Voilà. Non, bien sûr, ce que tu dis, ce que nous disons depuis le début, c'était que la lutte que nous devions mener là, nous savions comment nous devons gagner. La façon de gagner cette lutte là, il n'y avait pas 10 façons de gagner cette lutte là. Il y a un proverbe français qui dit, le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir. Je pense que c'est tellement clair pour celui qui comprend français. Quand on dit le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir, il n'y avait pas 1000 façons de remporter cette lutte. La grande question c'était, le président, on a deux grands leaders, en tout cas en matière de potentialité politique, de ceux qui sont aujourd'hui dans les partis politiques et qui étaient engagés dans le Front commun, c'était le président Thiam et le président Gbagbo. Je vous dis, le président Thiam a pris son téléphone, appelé le président Gbagbo pour lui dire « Mon parti a décidé d'aller aux législatives et je voulais t'informer ». Et il a été informé. Et effectivement, ils ont lancé. Et le PPACI aussi ira aux législatives. Donc le problème, c'est que, le vrai problème, c'est que ça va pas faire sortir nos prisonniers. On a des gens qui sont en prison. Moi, mes quatre amis, Djabia Kouakou, Henri Jo, ils sont tous en prison actuellement. Ils sont d'autres même. Vous avez entendu? Les élections législatives, tout ce que les partis politiques vont faire, ça ne va pas faire sortir les prisonniers. C'est la même chose que nous vivons au Togo. OK? Personne n'a la clé de la prison. Mais on continue. Je veux que vous bâtiment C, là où il y a les grands criminels, là, c'est là-bas qu'on les a mis. 2 TikTokers du PDCI avant-hier, il y a quelques jours, ont été mis en prison. DJ Abraham et puis serviteurs, on les a mis en prison. Ils sont au bâtiment C actuellement. La question, c'est que les partis politiques se posent la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils ont décidé, le président Gbagbo et le président Thiam. Parce que les gens, je vois souvent certaines personnes sur les réseaux faire comme si on dit Thiam a dévancé, tout ça. Je vous explique qu'il a appelé. Ça, c'est une information que je donne. Le président Thiam a pris son téléphone, il a appelé le président Gbagbo pour lui dire « Mon parti a décidé d'aller aux législatives, je voulais t'en informer. » Et on l'a informé. Et son parti aussi va décider, en tout cas vous allez le voir, qu'ils vont aller aux législatives. Donc la question c'est que quand les deux grands leaders ont décidé, nous qui sommes petits en bas là, on ne peut pas donner un avis contraire à cela. On ne peut pas donner un avis contraire. En politique même, ça ne se fait pas. Bien que moi, je l'ai déjà dit publiquement, que la CEI qui est là, il n'y a pas d'élection à faire avec cette CEI-là. Quibia même a confirmé ce que j'ai dit. Moi-même, ce que j'ai dit là, en tant que shérif là, Quibia a confirmé, il dit on doit dissoudre. Lui-même, il est allé plus loin que moi. Il dit on doit dissoudre si on veut garantir la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a pas, il y a une phrase qui est plus belle que ça? Quibia lui-même vient dire on doit dissoudre la CEI si on veut garantir une paix en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français que si on ne dissout pas, c'est pas la paix qu'on va avoir, c'est la guerre. Donc, il est clair que pour moi, c'est une participation pour garder la vie des partis politiques. C'est pour garder la vie. Mais quelle révolution? Citez les pays, les différents pays là. C'est dans quelle révolution il y a un parti politique qui s'est mis devant? Écoutez. Il y a quelle révolution? Est-ce qu'au Burkina Faso là, c'est un parti politique qui s'est levé? Écoutez très bien. Est-ce que quand Ben Ali est quitté en Tunisie, c'est un parti politique qui s'est mis devant? Écoutez. Il y a quelle révolution que c'est un parti? On continue. Quand Ben Ali est quitté en Tunisie, c'est un parti politique qui s'est mis devant. Il y a quelle révolution que c'est un parti politique qui a coordonné tout du début à la fin? Pratiquement jamais. Donc c'est de dire, le parti politique là, il a ses objectifs propres. Les autres, le peuple peut avoir son objectif qui est différent des objectifs du parti politique. Chacun doit en tirer les conséquences. J'espère qu'on sait. Le peuple a des objectifs qui est toujours différent de celles des partis politiques. C'est dans quelle révolution un parti politique s'est mis devant? Presque jamais. Et il va même les défier. Lui, ce n'est pas n'importe qui, c'est docteur, j'ai oublié son nom, docteur quelque chose là. Docteur, je vais voir si je peux agrandir ça. Ousmane Charles. Ousmane Sharif, c'est ça. Docteur Ousmane Sharif.
Il va même aller jusqu'à les défier. Hein? De sorte. Il dit, les objectifs des partis politiques sont différents. Je retourne encore en arrière. Écoutez très bien. La raison pour laquelle je vous dis, et moi je vous disais ça avant qu'il ne sorte ça, hein, avant que ce live-là ne se fasse. Et j'ai demandé en même temps à KGB le gourou de tout faire pour m'envoyer cette partie-là. Il a pris 3 jours parce que c'était trop long le live-là pour m'envoyer ça. Écoutez encore. Écoutez très bien, ouvrez vos oreilles. Taguez les gens de l'ANC. Taguez ceux qui disent toujours qu'il faut s'unir avec les partis politiques. Je ne dis pas que les partis politiques n'ont pas un rôle dans la révolution. Mais les partis politiques ne prendront jamais le devant. Et les partis politiques vont teinter la révolution quand vous allez vous unir avec eux. Ils ont un rôle à jouer sur le terrain. C'est eux qui sont sur le terrain. Dans la conscientisation, dans l'éducation, dans la mobilisation. Mais la charte des partis que je viens d'imprimer, que je vais vous lire, ne permet pas aux partis politiques de se mettre devant. Jamais, jamais, jamais. On va écouter Abdoulaye Thiam Sharif. C'est un docteur, il est de la PDCI et RDA. Un grand parti politique. Et c'est un exécutif. C'est lui qui nous dit ça. Il nous dit pourquoi ils vont aux élections et pourquoi ils ne peuvent pas être devant la révolution. Et c'est le premier politicien qui a été publiquement honnête et a répété ça encore. Et je suis allé le chercher, j'ai vu que il fait partie d'un parti politique, mais c'est un activiste panafricain qui est forcé de dire la vérité parce qu'il est parmi les panafricains qui ne vont pas le laisser. Vous allez voir, ils ne vont même pas le laisser respirer. À un moment donné, il va dire qu'il veut descendre. Les gars, vous voyez, depuis que j'ai reçu la restriction là, on est parti, on montait jusqu'à 500 et regardez là où on est maintenant. Parce que nous, je suis toujours en restriction. Depuis décembre, oui, depuis novembre, je n'ai pas fait de live sans restriction. Depuis décembre. On n'a plus atteint notre nombre. Une seule fois, on est allé à 600. On n'atteint plus 1000, on ne dépasse pas 1000, on n'atteint même pas 700, 600. Quand on monte vers 500, on est attaqué encore, on est signalé et puis on redescend. Écoutez. Moi, docteur, j'ai une question. Écoutez bien. Oui, vas-y. Ok, vous avez dit tout à l'heure que c'est pour... non, je vais retourner derrière même. Quand Ben Ali est quitté en Tunisie, c'est un parti politique qui s'est mis devant. Il y a quelle révolution que c'est un parti politique qui a coordonné tout du début à la fin? Pratiquement jamais. Donc c'est de dire, le parti politique là, il a ses objectifs propres. Les autres, le peuple peut avoir son objectif qui est différent des objectifs du parti politique. Chacun doit en tirer les conséquences. Okay. J'espère qu'on s'est bien compris. Moi, docteur, j'ai une question. Oui, vas-y. Ok, vous avez dit tout à l'heure que c'est pour... vous partez aux législatifs, c'est pour maintenir vos différents partis politiques. Ok. Vous avez dit aussi que il y a ces quelles révolutions que les partis politiques se mettent au devant. Le Front commun, c'est PPAC et PDC, c'est des partis politiques. Ce sont vous là. Depuis le 11, c'est vous qui appelez les Ivoiriens d'aller dans la rue. Et puis vous venez vous désengager devant tout le monde. C'est quel parti politique qui prend au devant? Vous n'avez pas pris le devant là. Fallait pas appeler les gens le 11 pour les marches. C'est à partir de vos marches là que les Ivoiriens sont sortis. Maintenant, je te pose une question en retour. Aïe, les gars, ça tombe. Oui. À ton avis, juste une question, hein, à ton avis, quel est le rôle de Pulchérie Balé? Quel rôle elle a joué positif dans cette lutte-là, à ton avis? Pulchérie Balé, à mon avis, elle a joué, puisque vous étiez là, personne ne parlait. Son rôle qu'elle a joué là, lorsqu'elle est sortie pour la première fois là, pour lancer la désobéissance civile, après votre échec de 11 là, les Ivoiriens sont sortis
dans les différentes villes et dans les différents villages partout. Donc voici son rôle. Tu as vu que tu as répondu à la question. Tu vois que tu réponds très bien à la question. Le rôle... Mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu oui, oui. Voilà. Maintenant, si tu comprends bien ce que j'ai expliqué au début, tu comprends pourquoi c'est Pulchérik Balé qui est sorti. Mais tu m'as pas répondu à ma question aussi. Puisque ma question, tu as répondu par une question. En fait, je suis en train de t'expliquer que la réponse à ta question là, ça nous permet de comprendre tout ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Non. Tu ne vois pas bien. Non. Parce que moi, votre appel du 11, le 11, puisque moi, je t'ai posé la question du 11. Tu as laissé le 11, tu es venu ici Pulchérik Balé. Je savais où tu viens en venir, c'est pour ça que j'ai répondu à moi ma question. Que tu m'as répondu. La question que tu m'as répondu, mais toi, maintenant, tu m'as pas répondu à ma question. Le 11, là, c'est le Front commun qui a appelé les Ivoiriens dans les rues. C'est ce que je t'explique là. D'accord, allons-y doucement. Je sais qu'on va bien se comprendre. On va très bien se comprendre. Je t'explique qu'au début, nous avons commencé par des meetings. Après les meetings, nous sommes passés à une deuxième étape où nous avons commencé par des marches autorisées. Après la marche autorisée, nous sommes passés à une marche qui était la marche du 11, dont on avait demandé une autorisation et l'autorisation n'avait pas été donnée. Et ça s'est transformé en une marche non autorisée. Comparez ça à ce qui se passe au Togo. Il n'y a pas un pays. Tout ça, ce sont des marches autorisées, non autorisées, etc., etc. Mais je dis, il n'y a pas un pays au monde. Si tu veux, il faut me citer. On va chercher ensemble. Un pays au monde. Est-ce que la Révolution française de 1789 là, est-ce qu'il y a un parti politique? Il y avait des partis politiques en ce temps-là. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a créé déjà une révolution dans un pays? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un parti politique où il y a eu une révolution, un parti politique qui a lancé une révolution, ça n'existe pas. La lutte peut être initiée par un parti politique. Un parti politique peut initier une lutte au début. Le début de la lutte là peut être initié par un parti politique. Mais la réalité, c'est que le bouleversement qui se fait dans les pays, ça se fait par un peuple qui est uniforme. Tout le monde se met ensemble. Il n'y a pas à faire de lui, elle est ceci, lui, elle est cela. C'est un peuple qui sort. Un peuple qui sort. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Tout le monde se met ensemble. Dans une révolution, les partis politiques enlèvent leur chemise de parti politique et viennent pour devenir, comment l'appelle-t-on? Les partis politiques enlèvent leur chemise pour devenir citoyens lambda. C'est comme ça on se met ensemble. Ce n'est pas en formant des coalitions. Les coalitions sont formées pour gagner des élections, pour gagner des sièges, pas pour faire une révolution. La révolution